Merci de nous rejoindre sur Canal 3 Bénin, mesdames, messieurs. Bonjour. Après près d'un mois de discussions, de tractations, de manœuvres, de grosses manœuvres, je dirais même, l'Assemblée nationale n'a pu obtenir le consensus afin de rendre plus inclusives les prochaines législatives prévues pour le 28 avril. Nous, à Canal 3, nous vous proposons ce matin de suivre, de lire cette actualité, ce statu quo autour du processus électoral à travers le prisme d'un sachant. Il s'agit du professeur titulaire, agrégé des facultés de droit, le professeur Ibrahim Salami, qui nous dira peut-être qui sait. Il a ses mains, peut-être la solution pour sortir de l'impasse. Bonjour professeur. Bonjour. Je l'espère fortement. J'espère que vous allez pouvoir à la fin de cette émission nous dire si vous détenez la solution, parce que apparemment ça devient très compliqué. Les acteurs politiques eux-mêmes ne sont pas parvenus à trouver les voies et moyens. Christian Dadédian, bonjour. Bonjour André Dossa, professeur Ibrahim Salami, bonjour. Bonjour Christian Dadédian. Bienvenue sur Zone Franche. Vous savez, nous sommes dans un contexte politique, disons, tendu. La tenue des législatives prochaines pose problème à l'Assemblée nationale. On n'arrive pas à s'entendre. Impasse électorale, crise politique. Plusieurs qualificatifs sont donc utilisés pour désigner la situation préélectorale dans laquelle nous sommes. Alors, de votre position de sachant, dans quelle période nous situez-vous, professeur Ibrahim Salami? Merci. Je vous remercie de me donner l'occasion d'opiner, de prendre un peu de temps pour expliquer cette situation. Je vous remercie de m'inviter ici, à cette maison où je me sens bien dans les débats politiques et constitutionnels. C'est vrai, beaucoup de qualificatifs ont été utilisés pour peindre la situation que nous vivons. Je pense que, sans exagérer, on peut considérer que c'est une situation inédite. Mais ce n'est pas pour autant une crise institutionnelle. Ce n'est pas une crise institutionnelle, il faut il faut dire les choses terre à terre en français facile. Une crise, qu'est-ce que c'est? C'est un événement brusque qui provoque une déstabilisation. Et quand on l'oriente vers la crise institutionnelle, on dira qu'il y a crise institutionnelle quand il y a une déstabilisation institutionnelle, ou dans la relation d'une institution à une autre, ou à l'intérieur d'une seule institution. Alors donc, on ne peut pas dire qu'on est dans cette situation pour une raison simple. Nous avons affaire à des partis qui ont fait la démarche pour s'enregistrer. Ces partis leur dossier a été analysé par le ministère de l'Intérieur. Je ne maîtrise pas la cuisine interne de ce qui s'est passé, mais l'institution ministère de l'Intérieur a fonctionné. Ensuite, on est allé au niveau de la Sénat. L'institution Sénat a fonctionné. Après ça, on est allé à la Cour constitutionnelle. L'institution Cour constitutionnelle a fonctionné, a vidé le contentieux électoral et a validé 2 listes. Entre-temps, les partis politiques ont saisi, qui ont voulu participer à ces élections, ont saisi la Cour suprême qui a rendu sa décision. Ensuite, le tribunal de Cotonou qui a rendu sa décision. Donc, sur toute la ligne, les institutions ont fonctionné. On peut, selon qu'on est d'un côté ou de l'autre, regretter que ça aboutisse ou n'aboutisse pas. Mais les institutions ont fonctionné. Quand je dis qu'il n'y a pas... Oui. C'est tout à fait exact de dire que les institutions ont fonctionné quand on sait que la CEDA elle-même a été secouée par quelques dissensions. Oui, je suis d'accord avec vous. Il y a eu, au niveau de la Sénat, plus qu'un dysfonctionnement. Au niveau de la Sénat. Et c'est même étalé en public sur ces malentendus ou cette situation. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que même s'il y a une crise de confiance au niveau de la Sénat, est-ce que la Sénat nous a fait savoir aujourd'hui qu'elle n'est pas en situation d'organiser les élections? Parce que, et c'est là où j'aborde déjà la situation, on va peut-être y revenir, la situation de 2011, de mars 2011, où la Sénat a estimé que pour vider le contentieux des élections, elle était dans une situation, je vous le dis, elle était dans une difficulté insoluble
au niveau de la Sénat et que pour vider le contentieux des candidatures, il lui faut plus de temps et donc à demander, une institution demande à une autre, la Cour constitutionnelle, de bien vouloir autoriser le report de l'élection en permettant au chef de l'État de reconvoquer le corps électoral et de reporter la date des élections. Nous ne sommes pas dans cette configuration politique aujourd'hui, même si on peut dire, je dis que c'est une situation inédite, parce que sous le renouveau démocratique, on n'a jamais eu affaire à des situations où les forces d'opposition, je préfère parler de forces d'opposition, pourquoi? Parce que si on est juriste ou on ne l'est pas, et quand on est juriste, on s'appuie sur des tests. En attendant que les tests changent, on s'appuie sur les tests en vigueur. Je dis force d'opposition parce que les partis tels que FCBUSL ne sont pas encore reconnus comme étant des partis d'opposition. Parce qu'il y a une loi sur le statut de l'opposition qui veut que, article 6 de cette loi, qui date de 2002, qui veut que d'abord, il faut être enregistré en tant que parti politique d'abord, et ensuite faire une déclaration publique officielle et se faire enregistrer au ministère de l'Intérieur. Tant que tout ça n'est pas fait, on n'a pas affaire à de vrais partis politiques au sens légal du terme. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de force d'opposition. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des mouvements ou des partis ou des forces d'opposition qui s'inscrivent dans la dynamique de contredire le gouvernement en place. Et je maintiens et je le redis que les forces d'opposition ou les partis d'opposition permettent la respiration de la démocratie et qu'il n'est pas de mon discours de dire qu'il ne faut pas que les partis politiques d'opposition, forces d'opposition participent aux élections quelles qu'elles soient. Vous avez dit situation inédite, mais on a pourtant tenté de trouver une solution. Le chef de l'État, qui après avoir exprimé quelque chose son désarroi, a dit à l'Assemblée nationale, écoutez, faites en sorte que nous puissions sortir de l'impasse, que nous puissions avoir dans notre pays une élection inclusive. Oui, et je crois que ça a été, à mon avis, un moment de vérité de la part du chef de l'État qui a dit ça ne nous honore pas. Je pense qu'il avait une forte dose de sincérité parce qu'il a dû se dire qu'avant lui, les forces d'opposition participaient aux élections et que sous son mandat, pour la première fois, que ça ne puisse pas se faire de cette façon. Je pense qu'il y avait avec un pincement au cœur qu'il avait dit. Et vu que les partis politiques n'étaient pas, ou les forces d'opposition n'étaient pas à ce rendez-vous, il a demandé au président Humbedji, qui a accepté sa mission, de prendre les démarches pour ce faire. Mais vous avez vu comment ça s'est passé. Ce qui s'est passé, c'est que, et c'est là où on est entre le droit et la politique. Il s'est passé qu'un comité paritaire a été mis sur pied. Ce comité paritaire est composé du président de l'Assemblée lui-même et de 2 députés de l'opposition et de la minorité et de la majorité. En ce cas, on fait des propositions. Loi dérogatoire et puis proposition de révision de l'article 80 de la Constitution. Ce sur quoi on reviendra. Mais il s'est fait que ce test n'a pas pu évoluer seul, ces propositions n'ont pas pu évoluer seules, et que le président de l'Assemblée nationale a consulté par ailleurs des personnalités politiques, des anciens présidents, mais aussi un certain nombre de personnes qui lui auraient donné leur expertise. Un constitutionnaliste, Joël Aïvor, et puis un politiste, Victor Tokpanou. Donc, à la suite de ça, le président propose un autre test. Alors, donc, on était en face de deux démarches. 2 démarches dans un contexte où il ne faut pas se leurrer, qu'on le veuille ou non, la solution de cette situation inédite passe par la négociation avec les députés de la mouvance, qui sont les plus nombreux, qui sont majoritaires. Et donc, sur un plan de négociation politique, il ne pouvait pas avoir d'issue sans qu'on ait négocié, sans qu'on ait même amadoué la majorité parlementaire. Mais je pense qu'à partir du moment où
la majorité parlementaire ne se reconnaissait plus dans la démarche extra-parlementaire du président de l'Assemblée nationale, pour moi, à partir de ce moment, le consensus était mort-né. Et donc, le président de l'Assemblée nationale a-t-il commis un péché en allant vers des sachants, vers des experts, pour avoir leur éclairage sur la situation? Non, pas du tout. Ce que je dis, c'est que ça aurait été, à mon avis, plus... Vous avez vu toute la médiatisation qu'il y a eu autour. Ils pouvaient consulter sans qu'on ne le sache. Parce que là, une fois qu'on a consulté, après qu'on a arrêté quelque chose au niveau du Parlement, ben, c'est un lieu de susceptibilité de haut lieu de la politique. Il ne faut pas exclure que ça puisse choquer la susceptibilité des députés qui vont se dire... Ben, parce que même si vous consultez des chefs d'État, des anciens chefs d'État, même si vous consultez les meilleurs sachants du pays, mais ce n'est pas eux qui vont voter. La solution politique à une situation politique dépend des politiques. Et ces politiques-là, ce sont majoritairement les députés de la mouvance. Et donc, il vaut mieux une solution politique avec les députés qu'une solution savante avec des sachants. Parce que là, il peut y avoir déconnexion entre la science constitutionnelle qu'il y a au niveau du professeur Joël Aïvor et la réalité politique sur le terrain de l'Assemblée nationale. C'est donc la démarche du président Mbédi à l'endroit des anciens chefs d'État, des constitutionnalistes, des politistes, qui a réduit la position des députés de la majorité, qui a empêché que l'on obtienne donc ce fameux consensus. Bon, quand vous les écoutez, ces députés-là, ils vous le disent clairement. J'ai discuté avec un certain nombre d'entre eux. Ils vous disent que la démarche qui devait aboutir, en tout cas, selon eux, c'est la démarche paritaire. Parce que la démarche paritaire est empreinte de consensus. C'est-à-dire 2 de chaque camp, plus le président, on propose quelque chose, et puis il fallait donner une chance, à mon avis, à cet accord qui a été trouvé au sein du comité paritaire. Et à mon avis, je suis sûr qu'il vaut mieux une solution politique avec le comité paritaire, une solution politique même qui passe par la révision, on pourra y revenir. Je voudrais un peu aller un peu... Enfin, est-ce que c'est le fait, par exemple, que le président Adrien Mbédi ne vous ait pas consulté, vous, Ibrahim Salami, ou encore, je sais pas, Yamoun Dali, que vous trouvez que cette démarche-là, enfin, que cette démarche ne vous paraît pas pertinente? Non, j'ai pas dit que... Non. Non, j'ai pas... Il m'a consulté par le passé, je n'en ai pas... Parce que quand on consulte, on ne met pas sur la place publique. Donc, quand on a été consulté, non, on ne vient pas dans les médias dire qu'on a été consulté, qu'on a dit non. Quand on donne une consultation, on garde son calme. Et puis on laisse celui qui a demandé le soin d'en faire ce qu'il veut. Donc, non, c'est pas ça le problème. Je suis en train de vous montrer qu'il y avait une démarche paritaire et consensuelle qui n'est pas allée jusqu'au bout et qu'une autre démarche est venue perturber cette démarche consensuelle. C'est tout. On sait quand même que le président Mbédi est investi d'une mission. Il doit s'entourer, disons, de toutes les garanties, de tous les conseils qu'il faut pour trancher sur ce point-là. Est-ce que c'est le fait qu'il n'ait pas, disons, présenté aux membres de cette commission, de ce comité paritaire, les personnes qu'il a eu à consulter, qui pose problème aujourd'hui? Non. Je vous réexplique. En fait, il y avait une démarche qui était en cours. Cette démarche n'a pas pu aller jusqu'au bout. Il y a eu une autre démarche qui est venue en cours et qui s'est ajoutée, de sorte qu'on avait finalement au niveau du Parlement deux grandes propositions. Mais il ne faut pas se leurrer. S'il y a 2 grandes propositions, il y en a une à laquelle l'opposition, les forces minoritaires et puis les forces majoritaires ont participé. Il y a une autre qui vient du dehors. Il ne faut pas s'étonner qu'on ne puisse pas s'entendre à un moment donné. C'est exactement ce que je veux dire.
Pourquoi les députés de la majorité n'ont pas pu faire confiance à Adrien Ngouedi, qui est quand même un des leurs? Il est le président, enfin l'Assemblée certes, mais un député du BMP, de la majorité présidentielle. A-t-il ramé à compte courant des intérêts du BMP? Je pense que l'une des raisons de l'échec du consensus, c'est la méfiance, la suspicion, et puis les intérêts politiques par ailleurs. Vous dites, pourquoi les députés du BMP n'ont pas fait confiance au président de l'Assemblée nationale? Mais les députés de la minorité non plus. Le président de l'Assemblée nationale a été recusé par le député Mitokwe. Et puis, des députés de l'opposition se sont dit, lui qui a participé à la rédaction au vote des tests, qui sont difficiles d'application maintenant, ne peut pas être celui qui est le mieux placé pour conduire la mission de consensus. Donc, il était entre deux feux. Il était entre deux feux et lui-même, jusqu'à quelques semaines, il était de la mouvance présidentielle. Il n'a pas dit maintenant qu'il est de l'opposition, mais quand même, vous avez vu les feux nourris qu'on a vus à l'occasion de l'audience à la Cour constitutionnelle, où les représentants de PRD s'en sont pris inversement aux représentants des deux partis retenus. Donc, on était dans une situation de confusion et de méfiance des deux ou de toutes parts. Et donc, l'ambiance n'était pas favorable à un consensus. Mais en dehors de Maître Adrien Ngouedi, qui pouvait-on trouver pour jouer ce rôle? Puisque vous l'aviez dit, c'est un problème politique, il faut trouver une solution politique par les politiques. Qui pouvait-on trouver et qui ferait, disons, l'unanimité? C'est vrai, vous avez raison. Dans notre paysage politique aujourd'hui, c'est presque c'est difficile ou presque impossible de trouver une personnalité. On n'en a plus des comme ça, des Monseigneur de Souza et autres, qui n'ont pas d'abord d'intérêt politique, qui n'ont pas d'intérêt matériel ou financier, et qui sont au-dessus de la mêlée et qui peuvent, de par leur posture, s'imposer à toutes les parties en présence. Et donc, on pouvait considérer que c'était le moindre mal, et parce qu'on n'avait pas le choix. Mais effectivement, au bout du rouleau, on se rend compte que le consensus n'est pas là, que l'objectif n'a pas été atteint. Parce que c'est aussi à l'objectif qu'on peut savoir si on avait fait les bons choix, le choix des bonnes personnes. Alors, la mission du président de l'Assemblée nationale semblait avoir bien démarré, puisque un comité paritaire a été mis en place, et puis des propositions ont été faites par ce comité, prise de loi dérogatoire, et puis éventuellement modification de l'article 80 de la Constitution. Et tout d'un coup, on a vu les députés des différents bords refuser d'assumer la paternité de ces propositions. Finalement, Adrien Ngouedi allait chercher ces propositions-là où? Non, Maître Adrien Ngouedi a été fidèle à ce qui a été retenu au sein du comité paritaire. On a vu très tôt que ceux qui ont signé cet accord ont renié ensuite leur signature. Et donc là, en fait, je pense que je dis dans un de mes ouvrages que la question de la révision est peut-être frappée par une sorte de malédiction, et qui fait que notre constitution est une sorte de vaudou, et que quand on l'approche, on peut se brûler les ailes. Je pense qu'au-delà de ça, il y a une irrationalité qui tourne autour de la révision de la constitution. Et pourtant, une constitution est faite pour être révisée. Une autre chose est de savoir si c'est la bonne révision. Mais à partir du moment où on s'est assuré que c'est la bonne révision, une révision sur laquelle on peut s'entendre, je pense que cette irrationalité doit disparaître un peu. Je comprends les Béninois qui sont très sensibles à la question de la révision. Mais je pense qu'il ne faut pas suivre les spécialistes de la science politique qui considèrent que c'est seulement qui considèrent qu'en temps ordinaire, on ne doit pas faire des révisions de confort. Et qui considèrent que même quand il y a crise, il ne faut pas faire de révision. Mais quand est-ce qu'il faut faire de révision alors? Moi, je pense que nous, sachant, on doit rassurer et éclairer. On doit éclairer en disant qu'il fallait mettre les Béninois devant leurs responsabilités.
Si vous voulez une solution inclusive, vous voulez une participation inclusive à cette élection, n'excluez pas une révision de la Constitution. Il faut aller avoir le courage de dire aux Béninois que si vous voulez aller jusqu'au bout, parce qu'on a peu de temps, l'instrument sur lequel on peut agir de façon chirurgicale, c'est l'article 80 de la Constitution. En lui donnant en faisant une révision chirurgicale, ce que Mme Dandy Yamou appelle avec d'autres de la doctrine, la petite Constitution. Ça suppose quoi? Ça suppose qu'on puisse faire une retouche à cet article 80, et cette retouche va s'appliquer seulement pour cette élection, et après cette élection, cette retouche n'est plus en vigueur, elle meurt après. C'est possible, ça se fait dans les techniques constitutionnelles. Donc, une fois que le comité paritaire a mis ça dans ses propositions, moi je pense que ce n'était pas une mauvaise idée. Ce n'était pas mauvais, il fallait l'assumer jusqu'au bout en disant oui, nous voulons révision, notamment l'opposition. Il fallait assumer cette fois-ci en disant nous voulons une révision parce que nous voulons une solution. Maintenant, évidemment, la mouvance va leur dire vous n'en vouliez pas. Pour avoir figé deux camouflés. Oui, et c'est de bonne guerre. C'est de bonne guerre parce que moi, quand j'ai lu la déclaration de l'honorable Abimbola, si vous me permettez, qui dit mais nos amis de l'opposition, ça date d'hier, je crois, au Parlement. Ça va du 28 mars, pas d'hier, du 28 mars 2019. Il dit, mais nos amis de l'opposition pensent avoir le beurre et l'argent du beurre, non seulement en bénéficiant de la révision de la Constitution pour se remettre en selle, mais en rejetant la responsabilité de son initiative sur la mouvance, ainsi livrée en pâture au peuple béninois rendu jaloux de sa Constitution par l'intoxication. En fait, la mouvance demande à la minorité de l'assumer. Et si elle ne l'assume pas, il n'y a pas de solution. À partir de là, le consensus est mort. Le consensus est mort. Alors, je vous ai entendu tout à l'heure pratiquement approuver la proposition de modification de l'article 80 de la Constitution, donc d'une révision pour rendre plus inclusive ces élections-là. Mais quelques jours plus tôt, je vous ai lu rejeter, mais vigoureusement, la proposition de l'un de vos confrères, en l'occurrence Joël Aïvon, d'une proposition de révision pour une sortie de crise. Non. Pourquoi cette biva... Non. Oui. Vous avez fait une restitution pas exact. Oui, ni exact. Non, il n'a pas, à ma connaissance, pour l'avoir écouté, mon collègue Joël Aïvon n'a pas proposé qu'on révise la Constitution. Il a évoqué l'idée que la Cour constitutionnelle... Voilà, il a évité... L'article 114 il a évoqué l'idée qu'il faut que il y ait des lois dérogatoires au Parlement et qu'à la suite de ça, le président de l'Assemblée saisisse la Cour constitutionnelle pour, dit-il, demander l'interprétation et l'autorisation de la Cour constitutionnelle pour que le chef de l'État reconvoque le corps électoral et que cette interprétation permette de sortir de l'impasse dans laquelle nous sommes et que la Cour devra nous dire dans quelle mesure il ne sera pas possible de prolonger la 7e législature. Alors, donc, ça veut dire quoi? D'abord, la procédure là, telle qu'il l'avance, ça ne correspond à rien dans notre Constitution. Quand on a voté une loi à l'Assemblée nationale, il n'appartient pas au président de l'Assemblée nationale de saisir la Cour constitutionnelle pour l'entendre interpréter ou autoriser, ou avoir l'autorisation de la Cour constitutionnelle pour ça. Ce qui se passe, c'est que quand les lois sont adoptées, le président envoie le test au chef de l'État ou pour contrôle de constitutionnalité et la Cour fait un contrôle de constitutionnalité. Et la Cour nous dira si les tests sont conformes à la Constitution ou pas. Alors, lorsqu'on évoque l'idée de prorogation du mandat au niveau de la Cour constitutionnelle, je dis que c'est très dangereux, c'est même très grave. Je me demande s'il n'y a pas un piège derrière qu'on veut tendre à la Cour constitutionnelle. Parce que d'une part, proroger le mandat, c'est donner la possibilité de violer la Constitution par la Cour constitutionnelle. Et je vais plus loin.
Je dis que si on donne la possibilité, l'occasion à la Cour de proroger le mandat, c'est qu'on lui donne le permis de violer la Constitution. Et ce permis, il pourra l'utiliser contre tout le monde après, contre le chef de l'État, en prorogeant son mandat ou en le réduisant. Il pourra même, vous imaginez, se permettre de proroger son propre mandat. Ce qui peut faire au chef de l'État, il peut se l'appliquer lui-même. Donc je dis, c'est une proposition très dangereuse. Je vois que son porte-parole, le politiste Victor Tokpanou, a dit qu'ils n'ont pas dit ça. J'en suis heureux qu'il ne l'ait pas dit. Mais je pense que c'était une proposition dangereuse contre laquelle je m'oppose vigoureusement. Alors, finalement, selon vous, quelles sont les voies et moyens aujourd'hui pour que le 28 prochain, les Béninois n'aient pas seulement choisi entre deux listes législatives? Je vais être franc avec vous. Pour ma part, je sens langue de bois. Aujourd'hui, en ce dimanche 31 mars, j'avais dit que la solution de cette situation inédite, cette situation politique, la solution ne pouvait être que politique. Et la solution politique devait venir du Parlement. À partir du moment où le consensus n'a pas pu avoir lieu au niveau du Parlement, moi j'ai fait le deuil déjà du consensus. Je considère que les acteurs politiques béninois ne nous ont pas donné l'occasion. Les acteurs politiques béninois, le législateur béninois, et puis les tests que nous avons, et puis les conditions dans lesquelles tout ça s'est fait, on est devant une situation de fait inédite qui fait qu'en tant que spécialiste, je considère que l'offre politique pour les élections a été restreinte et que les Béninois n'auront le choix, si les élections sont maintenues pour le 28, les Béninois n'auront le choix qu'entre deux listes. Les deux validés par la Sénat. Je voudrais qu'on revienne un peu en arrière, professeur Salami. Avez-vous compris la démarche de l'opposition? Elle a quand même disposé de 6 mois pour être à jour. Puis après, elle a eu cette possibilité de dialogue, de discussion en vue d'obtenir le consensus à l'Assemblée nationale. A-t-elle mal joué? Qu'est-ce qui a bien pu se passer selon vous avec l'opposition? Vraiment, si je dis que l'opposition a mal joué, ce serait un jugement de valeur. Mais je considère que les réformes ont été adoptées, imposées par la majorité, mais c'est la loi de la démocratie. Je pense que quand on a une opposition en face d'un pouvoir qui fait des réformes dans ce sens, et qui annonce, qui a été élu sur la base des réformes, et qui annonce des réformes presque dans tous les domaines. Je pense que l'opposition devait se préparer. Moi, en tant que technicien, je ne me suis pas préparé du tout à avoir 2 listes à ces élections. Mais je pense que l'opposition aurait, à mon avis, dû prendre de meilleures précautions. Parce que, quand on regarde quand même, on a beau dire ce qu'on veut, il y a des reproches objectifs qui ont été faits à des partis politiques, comme l'UDBN, comme le parti de mon collègue Toleba, des reproches objectifs. Quand on reproche au parti Moelle, c'est ça, non? Moelle Bénin et le PRD d'avoir des doublons, ça, c'est des choses objectives. Et la preuve, il y a un contentieux après entre les deux partis pour dire qui a fait quoi. Donc, il y a quand même des raisons objectives. On n'a pas eu l'occasion au niveau Oui, la Sénat aussi a parlé des fautes mineures, des fautes... Bref, il y a des choses objectives qui ont été mises en évidence. Je pense que, objectivement, avec recul, le délai 6 mois, c'était à la fois long et court. Je ne sais pas si toutes les précautions ont été prises. Parce que, normalement, dans des pays de grande démocratie, on s'entoure des spécialistes. On prend des cabinets de consultation. La preuve, c'est que quand on a reproché à ces partis comme le FCBE, la FCBE de quelques manquements, ben, ce parti a corrigé
à mener d'autres pièces, d'autres pour compléter son dossier ou l'améliorer. Ça veut dire qu'il y avait quand même des problèmes. Maintenant, je ne sais pas si c'est des problèmes qui ont été mieux répartis ou également répartis au sein de tous les partis politiques. Justement, les forces de l'opposition pointent du doigt la nouvelle pièce introduite dans le dossier de constitution, le dossier de candidature à déposer à la Sénat, notamment le certificat de conformité qu'ils demandent qu'on retire purement et simplement. Est-ce que c'est pas ça qui est venu un tant soit peu changer la donne? Je dis deux choses. La première chose, c'est que c'est vrai, la loi ne précise pas qu'il faut, à un moment donné être en possession d'un certificat de conformité, en tout cas pas en février. La décision de la Cour, qui date de 1er février, je crois, début février, l'a imposé. Mais la première chose sur un plan juridique, c'est de dire que la jurisprudence, notamment de la Cour constitutionnelle, est une source du droit. Cette source du droit est même supérieure à la loi. Et donc dire que la Cour a inventé, la Cour a fait œuvre jurisprudentielle. Ce n'est pas la première fois qu'une Cour constitutionnelle fait œuvre jurisprudentielle. L'autre chose, c'est que c'est prévu quand même dans le code, dans la loi, dans la charte des partis politiques, qu'il faut que les partis existants se conforment à la législation nouvelle. Et je vais plus loin, troisième chose, même dans les lois dérogatoires, on parle encore de certificat de conformité. Donc, moi je pense que le problème n'était pas là. Le problème peut-être peut se trouver au niveau de l'application qui a été faite des lois que nous nous sommes données. Et c'est peut-être là que je vois que les propositions qui ont été faites dans les lois dérogatoires visant à diminuer le pouvoir d'appréciation de l'administration du ministère de l'Intérieur ou de la Sénat me paraissaient des propositions vraiment, vraiment pertinentes. Alors aujourd'hui, nous allons à ces élections-là, en tout cas avec les deux listes validées par la Commission électorale nationale autonome, professeur Salami. On a entendu à l'Assemblée nationale des discours, en tout cas d'une certaine teneur, de la part des députés de l'opposition. Enfin, on ne pourra pas faire campagne, il n'y aura pas élection. Est-ce que finalement ça ne peut pas planer sur notre pays un spectre de violence, chose à laquelle nous ne sommes pas habitués en période électorale? Oui, je pense que les députés qui parlent ainsi au sein de l'hémicycle sont dans leur rôle. On ne peut pas leur reprocher de parler au sein du Parlement. Ils ont été frappés. Ils ont reçu des coups. Donc, on ne va pas jusqu'à les empêcher de pleurer, comme on dit, ou de se plaindre. Mais cela dit, moi, je pense qu'il appartient aux autorités, aux institutions de la République de jouer leur jeu, d'assurer la sécurité des biens et des personnes, et de considérer que ça ne correspond pas, moi personnellement, à l'idée que je me fais d'un idéal démocratique. Mais si les élections se maintiennent, puisque la Sénat a continué son office comme si de rien n'était, si les élections ont lieu le 28 avril 2019, moi, en tant que technicien, je vais considérer que l'offre politique est restreinte, mais en tant que citoyen, j'irai voter et puis j'exprimerai mon vote. L'Assemblée nationale a donc échoué, comme on peut l'observer maintenant, à trouver un consensus. Existe-t-il encore, ne serait-ce qu'une mince possibilité de la part du chef de l'État de faire avancer les choses, de trouver une solution? C'est possible? Vous avez raison en disant que le consensus est mort au niveau du Parlement et que quand je dis que c'est un problème politique à laquelle on doit trouver une solution politique, on peut penser au Parlement, mais on peut aussi penser à la première personnalité politique du Bénin, qui est le chef de l'État. Cela dit, je me demande quelle est sa marge de manœuvre. Marge de manœuvre juridique, marge de manœuvre politique. Marge de manœuvre juridique, non, marge de manœuvre politique d'abord.
Je pense que le chef de l'État, aujourd'hui, je ne suis pas sûr qu'il tienne encore totalement tous les députés qui soutiennent son action. Pourquoi je dis ça? Parce que voilà des gens qui ont été pour la plupart reconduits sur les deux listes et qui se voient déjà en situation d'être élus. Leur liste a été validée. Est-ce que vous imaginez qu'un chef d'État va le dire, faites des concessions qui vont vous amener vous-même à vous suicider politiquement? Je ne suis pas sûr que ça puisse marcher. Je ne suis pas sûr que ça puisse marcher. Ça, c'est la marge politique. La marge juridique. Lui, les chefs d'État, à partir du moment où, au niveau du Parlement, ça a échoué, on ne peut pas régler la situation actuelle sans une loi, qu'elle soit ordinaire et donc dérogatoire, ou loi constitutionnelle et révision de la Constitution. Voilà que ces deux voies ont été obstruées au niveau du Parlement. Donc, tout ce qui lui reste, c'est peut-être de reconvoquer le corps électoral. Mais ça ne résoudra pas le problème, puisque les tests en question sont toujours en vigueur et ces tests sont toujours d'application. On ne peut pas revenir en arrière. Donc, à mon avis, je considère que le vin est tiré. Ça, c'est ma conviction personnelle, que le vin est tiré. Il y a des organisations de la société civile également qui émettent des idées et qui pensent que quelque part, la Cour constitutionnelle peut s'autosaisir et réguler tout cela. Est-ce possible? Non. La Cour constitutionnelle n'a pas le pouvoir de s'autosaisir en matière de régulation des pouvoirs publics. Il faut connaître le contentieux constitutionnel béninois. L'autosaisine ne peut pas avoir lieu dans cette hypothèse-là. Il faut qu'elle soit saisie, comme en 2011, où on a constaté un dysfonctionnement institutionnel, et cet organe lui-même s'est adressé à la Cour constitutionnelle, et la Cour a trouvé la solution en invitant le chef de l'État à reconvoquer le corps électoral, ce qui n'est pas le cas de 2019. L'opposition, pensez-vous que l'opposition aurait pu mieux s'en sortir si elle était unie? Oui, je pense que l'opposition s'en serait sortie davantage si elle était plus unie, si elle était moins exigeante et si elle avait opté pour la négociation. Parce qu'il y a un rapport de force politique qui était à sa défaveur. Et donc, à mon avis, il ne fallait pas avoir cette posture radicale, à mon avis, envers le BNB, parce que qu'on le veuille ou non, c'est la mouvance qui a, à l'heure actuelle, la majorité au Parlement, et rien ne pouvait se faire sans cette majorité-là. Et donc, je pense que la mission qu'on a confiée au président de l'Assemblée nationale n'a pas pu aboutir. Les lois dérogatoires ont été rejetées, le comité paritaire a été dénoncé, rejeté, les gens ont été recusés. Je pense que c'était le scénario, pour ceux qui recherchent un consensus, c'était le scénario catastrophe. Je voudrais vous amener à apprécier le rôle du président de l'Assemblée nationale et son statut dans la crise en ce moment. Parce que son parti politique, le PRD, est concerné. En tout cas, n'est pas sur le starting bloc de ces élections-là. Pourtant, c'est à lui qu'on a confié la mission de négocier, enfin d'obtenir le consensus. Comment vous appréciez aujourd'hui le rôle de M. Adrien Mbedji dans la situation qui est la sienne? Bon, je pense que je pense qu'il a dû être je pense qu'il était de bonne foi et qu'il a dû faire ce qui lui paraissait utile et nécessaire. Mais ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché. Je ne veux pas lui jeter la pierre. C'est un excellent juriste. Je pense qu'il n'avait même pas besoin de consulter pour savoir ce qu'il veut. Il n'avait pas besoin de consulter parce qu'il avait l'expérience aussi, l'expertise aussi. Qu'on a été autant de fois, qu'on a été avocat brillant, magistrat brillant, avocat brillant, docteur en droit, plusieurs fois député, président de l'Assemblée nationale, on a accumulé quand même une expertise à la fois juridique et politique.
Mais je pense que le choix n'était pas mauvais qu'on lui confie ça. En même temps, on doit obliger de se rendre à l'évidence que la tâche n'était pas facile. N'était pas facile et que ça n'a pas marché, on en tire les conséquences. Finalement, on va avoir assisté à une élection dans notre pays, élection législative, sans le PRD, sans un certain nombre d'acteurs politiques. On a vu défiler chez nous des institutions internationales venir se pencher sur le pays pour s'informer, tout au moins d'abord. Le Bénin pourra-t-il toujours continuer à vendre sa fierté, sa démocratie? En fait, c'est vrai que moi j'ai été... notre fierté d'être béninois et laboratoire de la démocratie, notre fierté a pris un coup en voyant ce balai du ministre des Affaires étrangères du Nigeria, de la CEDEAO, des émissaires de l'ONU. À un moment donné, je me suis demandé, est-ce qu'on est encore au Bénin? C'est pas nous ça, c'est pas notre histoire. Mais je dis que ce problème aurait pu être réglé sans qu'il y ait ces interventions-là. Et c'est pour ça que j'ai été heureux que le chef de l'État dise que je suis ouvert à toute proposition, y compris de révision de la Constitution. Je pense que c'était une belle ouverture. On a essayé, ça n'a pas marché. Le consensus est mort. Vive les tests en vigueur, en attendant de les réviser. Je pense qu'il faut... je pense que sous le renouveau démocratique, on va considérer si les choses sont maintenues en l'état, qu'on a eu un match amical entre Kérékou et Amoussou en 2001 et que ce sera le deuxième match amical. Est-ce que vous le voyez comme ça, dans ce sens, lorsque vous regardez un peu la composition des deux blocs qui participent à cette élection? Est-ce que ça sera véritablement un match amical quand vous les entendez? On a les mêmes objectifs, visent les mêmes choses. Sans doute, j'imagine que chacun d'eux vise le perchoir. Le match sera-t-il vraiment amical? Alors, je pense que ce match sera plus amical que s'il y avait USL, s'il y avait FCBE, qu'il y avait le PRD. Évidemment que ce sera plus amical. Maintenant, entre les deux blocs dont on sait qu'ils revendiquent le soutien du chef de l'État, ça me paraît un match plus qu'amical même si ce n'est pas exclu que dans la même circonscription, les deux blocs puissent s'affronter, mais on n'aura pas des élections aussi disputées qu'on en a l'habitude sous le renouveau démocratique. Et c'est cela qui est une situation inédite. Voilà. Comment voyez-vous les lendemains de ces élections? Après ces élections, la recomposition du paysage politique, ça sera seulement ces deux blocs-là qui seront en vue et ces autres partis qui sont laissés en rade. Regardez bien, je compte sur la capacité de ce pays à remonter la pente. Regardez bien ceux qui sont au sein du BMP aujourd'hui. Beaucoup, nombreux, étaient des FCBE. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous avons affaire à une classe politique qui a l'habitude de la migration. De sorte que ceux qui sont ceux qui sont au sein d'une classe politique aujourd'hui peuvent se retrouver de l'autre côté. Cela dit, les lendemains de ces élections législatives, je pense que là, le chef de l'État aura une carte à jouer. Une carte dans le sens d'ouverture. Je pense qu'il y aura sans doute un gouvernement qui viendra après. Je ne suis pas conseiller du chef de l'État, mais je pense qu'on gagnerait à ce qu'on ait un gouvernement d'ouverture qui pourrait apaiser la classe politique. Et ça nous amènera à considérer que la législature prochaine n'aura pas en son sein, officiellement en tout cas, une opposition forte et violente face au pouvoir, mais il y aura une opposition dans le pays, il y aura des forces d'opposition, il y aura même peut-être des partis d'opposition qui vont se créer ou se récréer et reprendre le chemin de la critique et de l'opposition. Nous en avons besoin, c'est nécessaire.
pour la respiration de la démocratie. Mais en attendant, depuis le 17 mars, il semblerait que certains partis n'existent que de nom désormais, pour n'avoir pas rempli les formalités. Ça concerne les partis qui existaient et qui avaient jusqu'au 17 mars pour se refondre. Mais ça n'empêche pas que d'autres partis puissent se créer. Ça n'empêche pas qu'il y ait d'autres partis qui se créent ou qui se recréent. Et on peut pas interdire, on n'a pas limité le nombre de partis politiques à créer dans le pays. Et donc, je m'en réjouis d'ailleurs, parce qu'au départ, on avait cru qu'on aurait 3-4 partis imposés par la loi. Je pense que nous avons toujours le multipartisme et que les partis de gouvernement ne sont pas nombreux. Ils n'ont jamais été nombreux en réalité. Il y en a 2, 3 ou 4 qui gagnent les élections majeures dans notre pays. La loi n'a pas imposé le nombre de partis qu'il faut avoir dans le pays, mais elle a quand même complexifié les conditions de création des partis politiques désormais. Oui, ce n'est pas une mauvaise chose en soi. Ce n'est pas une mauvaise chose en soi que les conditions de création des partis politiques soient complexifiées, même rendues difficiles. Ce n'est pas une mauvaise chose en soi dans la perspective où il doit y avoir un financement des partis politiques. Et donc, on doit limiter quand même le nombre de partis qui doivent finalement bénéficier de l'argent public. Donc, ça me paraît cohérent. Mais qu'on limite Dada et qu'il n'y ait plus que 3 ou 4 partis dans le pays, ça me paraît une réforme inopportune et je suis d'avis qu'il ne fallait pas aller dans ce sens. Justement, on va revenir à l'Assemblée nationale. Après les élections, on n'aura que 2 partis politiques à l'Assemblée nationale, alors que l'article 242 du Code électoral stipule qu'il faut avoir au minimum 4 partis politiques. Est-ce que ça répond à l'esprit de cet article-là? Non, le 242... Oui. Sur lequel d'ailleurs l'académie que je préside, l'Académie des sciences constitutionnelles, administratives et politiques, est en train de préparer une analyse une analyse écrite, qui sera publiée aujourd'hui. Cet article ne parle pas de partis, ça parle des listes. Et ça a prévu les hypothèses où il y a plus de 4 listes et moins de 4 listes. Donc, dans tous les cas, nous avons un code électoral qui va s'adapter à notre situation, la répartition des sièges se fera. Mais c'est vrai que, de fait, on n'aura que 2 partis représentés à l'Assemblée nationale, ce qui sera pour le moins inédit pour notre renouveau démocratique, parce que on est habitué à un Parlement à géométrie variable. Selon l'expression du président Mbedi, ou par les alliances de partis, ce qui n'était pas une mauvaise chose. Mais il faut comprendre que, et quand je lis à distance la philosophie de la réforme partisane, je me rends compte qu'il y avait un problème que même le président Yahi Boni avait dénoncé. C'est que nous avons, dans notre Parlement, nous avions trop d'interlocuteurs. Pour caricaturer, on dirait 83 députés, 83 interlocuteurs. Oui. Ça fait que même celui qui a son propre parti et qui n'a qu'un seul député, il paye dans la balance des négociations. Donc, ce qui amène les chefs d'État, à mon avis, à négocier avec chacun des députés. Quelqu'un qui est sur la liste UN, qui est élu sur la liste UN, et qui a dépensé 100 millions, 200 millions pour se faire élire, frais de campagne, je dis, et qui se retrouve au Parlement, ne se sent pas obligé d'être dans la ligne éditoriale et politique de l'UN. Et donc, ça fait que lui-même va négocier avec le chef de l'État. Pour des raisons, oui, d'efficacité, ça pose un problème. Mais pour des raisons de démocratie ouverte, oui, c'était une bonne option. Mais je dis ça en même temps pour rappeler que, en réalité, il n'y a pas dans l'absolu de mode de scrutin parfait ou totalement juste. Tout dépend de l'objectif qu'on veut atteindre. Et en fonction de cet objectif, la majorité s'impose à la minorité. C'est cela le principe de la démocratie. On dit qu'il y a quelque chose de malheur parfois bon. Il semblerait que le phénomène de la transhumance au sein de l'hémicycle va également
connaître une réduction, puisque désormais, c'est des entités politiques, des formations politiques plus structurées, plus organisées, sans doute plus disciplinées, qui vont la composer. Oui, ce sont deux choses différentes. En fait, même en permettant, si même tous les partis étaient représentés au Parlement, la question de la transhumance pouvait être réglée. Donc, par un test. Le test dit que quand on a été élu sur une liste, on reste sur la liste jusqu'à la fin du mandat. Celui qui quitte ce groupe, il perd son poste de député. Donc ça pouvait être réglé. Ça, c'était une révision, une réforme technique et juridique qui était salutaire. Professeur Salami, les blocs ont publié, en tout cas on a vu dans les réseaux sociaux, dans la presse, leurs différentes listes. Vous avez sans doute parcouru ces listes. Comment avez-vous apprécié la composition de ces listes? On a observé que le chef de l'État a décidé de tenir parole. Les anciens, notamment les députés BMP, pour la plupart, sont repositionnés. Le nombre de femmes positionnées, cela vous convient-il? Le nombre des jeunes, etc. Quelle lecture avez-vous faite de ces listes-là? Bon, moi, c'est délicat, parce qu'ils sont déjà placés. Si vous dites que la liste n'est pas bonne, vous les considérez comme n'étant pas bons pour être élus députés. Mais je pense qu'il y a eu des anciens des anciens présidents du Parlement qui ont renoncé ou qui ont été contraints, c'est selon. Mais je pense que c'était une bonne chose. Mais je pense en même temps que les listes, moi j'aurais aimé que les listes soient un peu plus jeunes, qu'il y ait encore plus de jeunes, qu'on fasse plus la promotion des jeunes compétents sur ces listes-là et leur donner la possibilité de renouveler un peu plus la classe politique. Ça, c'est mon grand regret. Législature de transition, selon vous? Ah oui, quelque part, parce que je pense que on doit considérer que c'est une législature situation inédite, législature inédite. Et que il faut... on va voir comment l'Assemblée va fonctionner. Et on peut espérer que même étant de la mouvance, que ces députés ne soient pas des députés godillots et qu'ils fassent leur travail qui consiste à dire ce qui est bon et ce qui n'est pas bon. Ce serait l'un des grands défis que ce Parlement aura à relever. Comment pourront-ils s'entendre? Bon, on va peut-être faire de la précision par rapport à cette question-là. Comment pourront-ils s'entendre puisque le choix il est unique? Sans doute, c'est l'un de ces partis qui va faire le président, qui va contrôler le bureau, qui va avoir la majorité à l'Assemblée. L'autre sera donc forcément minoritaire. Comment pourront-ils, dans cette dynamique-là, rester des partis soutenant l'action du chef de l'État? Non, ça ne va pas, rien ne va changer fondamentalement parce que quels que soient les parlements élus, le bureau, l'élection du bureau fait l'objet de négociations, de marchandage politique. Et donc, il n'est pas exclu que l'un des partis minoritaires, le parti minoritaire, à l'issue de ces élections, que l'un de ce parti puisse prendre le perchoir. Ah non, ce n'est pas exclu du tout. Nous sommes dans un pays, dans un parlement de négociation politique. On a déjà vu des assemblées présidées par des minoritaires de cette assemblée. Donc, pour moi, il n'y aura pas un grand changement par rapport à ça. Dans les conditions où, apparemment, la transhumance ne sera plus, en tout cas, ne connaîtra pas de l'ampleur qu'on a connue par le passé, comment espérer que, cette fois-ci, un minoritaire puisse obtenir le perchoir? Non, c'est une question de négociation. Parce qu'à partir... Non, le fait d'occuper le perchoir n'a rien à voir avec la transhumance politique. Non, parce qu'il y aura un vote où on désigne les représentants, les dirigeants de l'Assemblée nationale. Donc, à mon avis, le problème ne se posera pas. Vous ne pouvez pas être du bloc A et aller voter pour un candidat du bloc B au poste de président de l'Assemblée nationale. Ça peut se faire? Ah, oui, mais... vous savez très bien que ça peut se faire. Vous le savez très bien que ça peut se faire. Et ce ne sera pas la première fois, ce ne sera pas la dernière fois. Devant elle, en tout cas. Non, la transhumance, ça ne veut pas dire qu'il faut... la transhumance, c'est l'idée de quitter son parti ou son groupe parlementaire.
Ça ne veut pas dire que par rapport à un vote unique ou isolé, qu'on ne puisse pas changer d'avis sur un vote précis. Surtout que là, on n'aura pas encore les groupes parlementaires. Donc, à l'élection du président de l'Assemblée nationale. Vous n'avez pas beaucoup élaboré sur la question de la représentation des femmes sur les listes. On sait que la question a tellement préoccupé ici qu'on l'a inscrite au cœur d'une initiative de révision de la Constitution. Les listes sont sorties. Est-ce que le nombre de femmes positionnées vraiment correspond à cette vision-là? Qu'il vous souvienne que quand le premier gouvernement du président Talon a été nommé, j'étais l'un des premiers ici, à cette zone franche, à considérer qu'il n'y avait pas suffisamment de femmes, à mon sens. Mais ce n'est pas moi qui nomme. De la même façon, on peut regretter qu'il n'y ait pas assez de femmes. Moi, j'ai des amies femmes qui s'étaient battues pour être sur les listes, qui n'ont pas été retenues. C'est aussi l'un des regrets que je peux avoir. Et je pense qu'on doit faire beaucoup d'efforts. D'autres pays qui sont moins démocratiques que nous font plus de... Le Rwanda a fait plus d'efforts que nous. Donc vraiment, je pense qu'on peut aller pour ça, ou tout au moins, à l'école du Rwanda et faire en sorte que les femmes soient mieux représentées. Il faut l'inscrire à un moment donné dans les tests. Il faut avoir le courage de l'inscrire dans les tests pour forcer les partis politiques à faire cette évolution. On aura besoin de réviser la Constitution pour ça. Ça avait été déjà proposé. Oui, ça n'a pas abouti. Une révision de la Constitution, ça n'a pas abouti. Ça n'a pas abouti. Et j'étais de ceux qui avaient des choses à redire sur cette révision. Mais je pense que le moment viendra, peut-être bientôt, pour qu'on ait une révision de la Constitution qui fasse évoluer notre système constitutionnel. Parce que, voyez-vous, autant réviser la Constitution tous les matins est mauvais pour la santé démocratique, autant ne pas pouvoir réviser du tout la Constitution est un problème. Je l'ai dit dans un de mes ouvrages, je dis c'est un problème parce que une Constitution qu'on n'arrive pas à réviser peut être emportée par sa rigidité. Heureusement que la Cour constitutionnelle, depuis le renouveau démocratique, depuis 1993, participe à l'enrichissement et au renouvellement de la Constitution pour qu'on ne soit pas coûte que coûte obligé de la réviser tous les 4 matins. Mais il faut qu'on ait le courage de dire aux Béninois, avoir le courage de leur dire qu'une Constitution, ça se révise, pas des fins opportunistes, je l'entends, mais une constitution est amenée à évoluer. Ce n'est pas la Bible, ce n'est pas le Coran. On vous a pourtant vu moins indulgent, moins ouvert par rapport à des initiatives de révision, notamment les 2 que ce régime a apportées. Oui, mes positions, que ce soit sur le contrat PVI hier, et les révisions de la Constitution. Et même quand le président Yahi était là, j'étais le porte-parole de la commission Yononfon, où j'ai dit à la présidence de la République, au palais de la République, que nous ne pensons pas qu'il fallait réviser la Constitution pour modifier le mandat du chef de l'État. Donc ma posture a été une posture technique. Ça a plu, ça n'a pas plu, mais toujours est-il que, vous voyez, aujourd'hui, on parle de la guerre des agrégés entre Salami, entre Salami, oui, Dandignamo et Aïvor, pour ce qui concerne les agrégés en droit. Mais en réalité, voyez-vous, sans qu'on se concerte pour ces initiatives de révision, on a eu des positions à peu près identiques sur la révision. Donc, aujourd'hui qu'on ne s'entende pas, il faudrait que les Béninois sachent ce qu'ils veulent. Il ne peut pas, d'un côté, regretter que les sachants ne s'expriment pas, en disant on a laissé le champ à des gens qui ne s'y connaissent pas, la politique est devenue une affaire d'affaires, et que c'est des non-sachants qui parlent. Et quand on parle, ils disent pourquoi on parle. Non, il faudrait qu'on parle. Il appartient aux Béninois maintenant de faire la part des choses. Le président Soglo disait les analphabètes ne sont pas bêtes. Il appartient aux Béninois de regarder la posture de chacun, qu'est-ce qu'il propose, et de se faire leur opinion et leur religion. Et donc, moi, je préfère une société de sachants
à une société de non-sachants. Et donc, moi, je suis tout à fait à l'aise en disant quelle est ma lecture des choses et que d'autres, comme d'autres, puissent dire leur lecture des choses et qu'il appartient aux Béninois de se faire leur Même si religion. on observe que les sachants font des revirements à des moments donnés sur certaines questions. Comme Enfin, vous n'êtes jamais unanime sur des questions, en tout cas sur des positions données. Et notamment, on observe même qu'à l'université, cette guéguerre entre les sachants, ça déteint sur même l'animation de l'université. Et pourquoi c'est le cas à chaque fois? Oui, vous avez raison. Je le regrette. Et notamment, la FADESP, la faculté de droit dirigée par le professeur Ivor, a été le foyer de tous les coups possibles ou des problèmes personnels entre des membres, des collègues, problèmes personnels entre des collègues de la faculté. Professeur Ibrahim Salami, votre conclusion? Oui, moi je pense que je suis un partisan des élections inclusives, comme on l'appelle maintenant. Le mot inclusif est devenu un mot, un mot qui est entré dans notre vocabulaire à la fois juridique et politique. Je suis partisan des élections inclusives. Mais je suis en train de me rendre compte que le Parlement qui devrait être la clé de cette inclusivité, de la résolution de cette crise, est en train de se chamailler et que le consensus n'est pas au rendez-vous. Si le consensus n'est pas au rendez-vous, le juriste que je suis ne peut qu'en appeler à une application des tests en vigueur en attendant de nouvelles réformes. Et donc je redis que si les élections sont maintenues avec ces deux listes, je considérais que l'offre est restreinte à mon corps défendant et qu'en tant que citoyen, j'irai faire mon choix. J'irai voter le 28 avril. Merci beaucoup, professeur Ibrahim Salami. Merci d'être passé sur cette émission. On retenir avec vous que tout démocrate que vous êtes, vous souhaitez une élection inclusive, mais dans le cas où on n'obtient pas un consensus, vous irez quand même accomplir votre devoir de citoyen. Merci d'être passé sur une fois. Merci de nous avoir accompagnés. Chers amis téléspectateurs, merci de nous avoir suivis. Passez d'agréables moments devant Canal 3 Bénin. Au revoir.